Rahim. Mes chers étudiants, salam alaikum. On va commencer nos cours à distance et j'espère que vous serez satisfaits par cette nouvelle approche durant cette difficile période à cause de coronavirus Covid-19. Vous avez rappelé, bien sûr, notre chapitre sur la circulation, dont nous avons cité deux types de la circulation. La petite circulation qui assure l'aération et le renouvellement du sang par expiration de CO2 et inspiration de l'oxygène à travers les poumons ou bien l'appareil respiratoire. Deuxièmement, c'est la grande circulation ou bien la circulation systémique qui assure la distribution de l'oxygène et du nutriment et le ramassage de CO2 et des déchets de différents organes du corps. Donc, le corps ou bien les cellules ont besoin de l'oxygène et des nutriments. Donc, des nutriments, c'est-à-dire il y a autres fonctions qui assurent ces besoins. C'est la digestion qui, bien sûr, notre quatrième chapitre. Donc, notre quatrième chapitre, c'est la physiologie de la digestion. On commence par une petite introduction, comme d'habitude. On dit que les cellules de l'organisme ont besoin de nutriments. Les glucides, les lipides, les protéines, l'eau, les vitamines et les sels minéraux. Ces nutriments arrivent de nos aliments, bien sûr, qui sont d'une forme complexe. Comment les aliments se transforment en nutriments, c'est bien sûr à travers une dégradation. Les aliments doivent être dégradés en molécules capables de traverser les membranes cellulaires. Et c'est ça la définition de la digestion. La digestion, en général, comporte à la fois deux processus. Processus mécanique, qui assure la réduction des aliments en petites particules, ainsi que leur propre progression le long du tube digestif. Ces processus comportent trois phénomènes mécaniques. La mastication dans la bouche et qui permet la réduction des aliments en petites particules. La déglutition dans le complexe bouche, pharynx ou œsophage et les contractions de la paroi de tube digestif et qui assure avec la déglutition la propagation des particules des aliments le long du tube digestif plutôt. Deuxième processus sont les processus chimiques. Et on a trois réactions chimiques de base. La conversion des glucides en sucre simple, la conversion des protéines en acides aminés et la conversion des lipides en acides gras et glycérol. Maintenant, comment se contrôle
l'alimentation, c'est bien sûr à travers des centres nerveux. Alors, dans l'hypothalamus, on a deux centres qui assurent l'alimentation ou bien assurent l'apport alimentaire. On a le centre de la satiété et le centre de la faim. Le centre de la faim fonctionne continuellement, sauf si le centre de la satiété inhibe ce centre et arrête l'alimentation. Et je mentionne l'inhibition par ce moins. Donc, le centre de la satiété inhibe le centre de la faim et le centre de la faim arrête l'alimentation. Comment ça se passe? Ça, à travers des stimulateurs qui activent le centre de la satiété. Exemple de ces stimulateurs, c'est l'augmentation de concentration de glucose dans le sang, c'est-à-dire l'hyperglycémie. L'existence ou bien remplissage des organes de tube digestif par les aliments, c'est-à-dire la distension de tube digestif. L'hyperconcentration des nutriments, c'est-à-dire l'augmentation de la concentration dans le sang de vitamines, des acides gras, des acides aminés et ainsi de suite. Autre chose, l'hormone cholécystokinine. On va parler bien sûr en détail sur cette hormone durant notre chapitre. Cette hormone existe dans le sang, c'est-à-dire que cette hormone va stimuler la sécrétion du suc digestif et ça exprime l'existence des aliments dans le tube digestif et active le centre de la satiété. Autre chose, l'hyperthermie ou bien l'augmentation de la température dans du sang. Si la température augmente, c'est-à-dire il y a énergie, c'est-à-dire le métabolisme est effectué plutôt, désolé. C'est pour ça, c'est pas la peine de l'alimentation tant que les besoins énergétiques est assuré par le métabolisme cellulaire et le métabolisme cellulaire est assuré par les nutriments qui arrivent aux différentes cellules de l'organisme. Donc, tous ces stimulateurs peuvent bien sûr stimuler le centre de la satiété et ça inhibe le centre de la faim et le centre de la faim arrête l'alimentation. Il faut ajouter autre chose que l'hypothalamus peut bien sûr être sous contrôle d'autres centres nerveux plus supérieurs qui peut activer ces centres ou bien inhibe ces centres, soit active, soit inhibe ces centres. Je vous donne un exemple. Le stress. Le stress fait quoi? Fait stimuler le centre de la faim et augmenter l'ingestion des aliments, même si
l'être humain est déjà mangé et bien sûr le tube digestif ou bien la paroi plutôt le tube digestif ou bien les organes du tube digestif sont remplis par les aliments. Le stress est guidé, par exemple, par le système limbique qui, en général, guide les émotions. Donc, c'est un exemple. Autre exemple, si l'odeur d'un aliment est une odeur parfaite, qui stimule la faim d'un organisme ou bien d'un être humain, automatiquement, le centre de la faim être stimulé et stimule l'alimentation. Comme ça, on a fini, bien sûr, l'introduction et on passe aux détails de notre chapitre. On commence par l'anatomie. Dans l'anatomie, on va étudier deux parties, la structure générale et l'histologie de la paroi du tube digestif. Le système digestif comprend le tube digestif dont les éléments sont les organes principaux qui sont la bouche, le pharynx, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin, ainsi que des organes annexes, les dents, la langue, les glandes salivaires, le foie, le pancréas et la vésicule biliaire. On peut assimiler le tube digestif à un conduit de calibre variable. Bien sûr, le diamètre de l'œsophage, c'est pas comme le diamètre de l'estomac, ni de gros intestin, ni de l'intestin grêle. Ce conduit traverse le corps de la bouche vers l'anus. Sa longueur est d'environ 9 mètres et sa lumière est en continuité avec le milieu extérieur, en haut par la bouche et en bas par l'anus. Dans l'histologie, on peut dire que l'organisation des tissus formant les parois du tube digestif est fondamentalement la même depuis l'œsophage jusqu'au canal anal. Le schéma suivant représente bien sûr une coupe transversale d'une partie du tube digestif où on peut visualiser bien comme il faut les différentes couches de la paroi du tube digestif. On a de l'externe vers l'interne 4 plutôt couches différentes. La première couche externe, c'est la cireuse et c'est une couche qui enveloppe le tube digestif, donc assure une protection du tube digestif. Cette couche se compose d'un tissu conjonctif fibreux et un épithélium. On va voir et discuter sur les différentes couches sur le schéma, puis on va voir quelques résumés sur chaque couche écrit sur nos diapos. La deuxième couche, c'est la musculeuse
qui représente les composants musculaires de la paroi du tube digestif. Cette couche se diffère entre deux types de muscles. On a les muscles squelettiques seulement dans la bouche, le pharynx et l'œsophage, et on a le muscle lisse dans ces parties et aussi dans le reste du tube digestif. On a deux tubes plutôt, je suis désolé. La couche externe, ce sont des muscles longitudinaux. Et la couche interne, ce sont les muscles circulaires. Sous la musculeuse, ou bien on trouve autres composants dans la musculeuse qui régulent la motilité de la paroi du tube digestif. C'est un ensemble des nerfs qui représente sous forme d'un plexus appelé plexus méentérique ou bien plexus d'Auerbach. Comme j'ai déjà dit et mentionné, c'est un plexus qui assure la régulation de la motilité du tube digestif. Sous la musculeuse, on trouve la muqueuse. Et dans la muqueuse, on trouve les vaisseaux sanguins et lymphatiques qui assurent l'irrigation des différentes cellules du tube digestif et aussi qui assurent le drainage des nutriments absorbés aux différents autres tissus du corps. On trouve quelques glandes exocrines, voilà la glande de la muqueuse, qui sont les glandes qui produisent et sécrètent les sucs digestifs dans la lumière à travers des canaux qui déversent directement dans la lumière et assurent la dégradation chimique des aliments. On trouve aussi dans la muqueuse un plexus appelé le plexus entérique muqueux. C'est un plexus qui est appelé aussi plexus de Meissner et qui assure la régulation de la sécrétion de tubes digestifs. Quelles que soient ces sécrétions sont les sucs digestifs qui l'ensemble des enzymes assure la dégradation chimique, ou bien facilite la digestion et l'absorption, ou bien aussi lubrifie ou bien humidifie soit la paroi, soit les aliments. La muqueuse, dans la nature histologique, est une couche de tissu conjonctif lâche. Dernière couche qui est en contact avec les aliments, c'est la muqueuse et c'est la couche la plus développée. Parce que composée, c'est en contact directement avec les aliments, donc il faut bien sûr plus protéger et aussi assure plusieurs fonctions, donc automatiquement elle est développée. La muqueuse se constituait de 3 couches. La musculaire muqueuse qui est sous la muqueuse. La musculaire muqueuse
comporte le muscle lisse, circulaire et longitudinal, et même dans certaines parties obliques. Ce sont les muscles qui, à travers des plis, assurent l'augmentation de la surface, de la digestion et de l'absorption. Et voilà, on peut voir dans cette coupe les plis qui représentent sous forme des villosités et bien sûr des micro-villosités. C'est en général la partie de l'intestin grêle, et c'est pour ça le plexus semiqueux appelé plexus entérique semiqueux. Donc c'est logiquement que cette partie est la partie de l'intestin grêle. Aussi, il y a la présence clairement des villosités, c'est-à-dire c'est la région où il y a l'absorption, et l'absorption existe principalement dans l'intestin grêle. Sous la musculaire muqueuse, si on marche de l'externe vers l'interne, on trouve le chorion, qui est un tissu conjonctif lâche, composé des vaisseaux sanguins et lymphatiques, qui assure l'irrigation et aussi le drainage des nutriments vers les différents tissus de l'organisme. On trouve des follicules lymphoïdes et des tissus lymphoïdes qui assurent la protection contre les maladies et les agents pathogènes. Puis, on a l'épithélium en contact directement avec la lumière du tube digestif et qui se diffère en deux types, stratifié dans la bouche et l'œsophage et le pharynx, et qui assure la protection tant que les aliments sont encore des grandes particules dans ces endroits, et la sécrétion des substances. Dans le reste du tube digestif, c'est un épithélium simple chargé de la sécrétion et de l'absorption. Bien sûr, j'ai discuté à travers le schéma tout ce qu'il y a comme des couches histologiques dans la paroi digestive, et on va passer à autre partie où on va résumer chaque couche à part. Bon, on révise ensemble. La première couche est la cireuse. C'est la couche externe qui enveloppe le tube digestif, et c'est une couche formée de tissu conjonctif fibreux et d'un épithélium. La deuxième couche, la musculeuse, dans la bouche, le pharynx et l'œsophage, est en partie formée du muscle squelettique, alors que le reste, avec le reste du tube digestif, cette tunique est formée de muscles lisses disposés en couche externe des fibres longitudinales et un anneau central des fibres circulaires. La musculeuse renferme aussi les principaux nerfs qui forment le plexus méentérique ou bien plexus d'Auerbach. Comme on a déjà dit, que ce plexus assure la régulation de la motilité du tube digestif. La semiqueuse est un tissu conjonctif lâche qui contient
quelques cellules glandulaires exocrines qui assurent la production et la sécrétion du suc digestif et différents composants chimiques, les vaisseaux sanguins et lymphatiques qui irriguent les différentes cellules de tube digestif et draineront les nutriments absorbés vers les différents tissus de l'organisme, et aussi ensemble des nerfs se représente sous forme un plexus appelé le plexus de Semike ou bien plexus de Meissner. Ce plexus assure la régulation de la sécrétion de tubes digestifs. La dernière couche, la muqueuse, où se trouvent les canaux des glandes exocrines qui déversent les produits de leur sécrétion dans la lumière du tube digestif, les villosités épithéliales chargées de l'absorption du nutriment, les vaisseaux sanguins et lymphatiques qui drainent les nutriments du tube digestif jusqu'aux autres tissus de l'organisme, et les tissus lymphoïdes ou bien les follicules lymphoïdes qui offrent une protection et une immunité contre les maladies et les agents pathogènes. La tunique muqueuse est formée de 3 couches, un épithélium de revêtement directement en contact avec des aliments, et on a dit qu'il se diffère entre stratifie dans la bouche, le pharynx et l'œsophage, et simple dans le reste du tube digestif. Tissu conjonctif lâche situé sous l'épithélium de revêtement appelé le chorion, et sous le chorion se trouvent des muscles lisses formant la musculaire muqueuse. Cette musculaire muqueuse renferme des fibres musculaires lisses qui plissent la muqueuse de l'intestin pour augmenter les surfaces de la digestion et de l'absorption. Cette partie représente des plis même à autre niveau de tube digestif, mais ce sont des faibles plis par rapport aux plis de l'intestin qui va former des villosités et des microvillosités. Bien sûr, dans ce résumé, j'ai donné l'organisation du couche de la muqueuse de l'interne vers l'externe. C'est pas comme j'explique dans le schéma. On passe à la deuxième partie de notre cours, qui est la physiologie. Dans la physiologie, on va étudier 3 points principaux. La digestion, la transformation plutôt des aliments en nutriments, et enfin l'absorption. Mais avant de parler sur ces détails, on peut résumer la transformation des aliments aux cellules de l'organisme en 5 étapes fondamentales. Première chose, l'ingestion, c'est-à-dire l'introduction de l'aliment. Deuxième chose, c'est le mouvement, c'est-à-dire la progression de l'aliment d'un niveau ou bien d'un organe à l'autre dans le tube digestif. La digestion qui comporte des phénomènes mécaniques et des phénomènes chimiques. L'absorption principalement au niveau de l'intestin grêle et au niveau du gros intestin.
Et enfin, les déchets ou bien les restes non digestibles sortent ou bien excrétés à l'extérieur par le réflexe de la défécation. Défécation arrive des fesses. Les fesses, ce sont les déchets non digestibles de, bien sûr, la digestion. Ces 5 étapes, on peut réunir dans l'ensemble des processus digestifs. Les processus digestifs, ce sont 5 processus: l'ingestion, le mouvement, la digestion, l'absorption et la défécation. On commence maintenant par la digestion. Et dans la digestion, on va étudier chaque niveau à part à travers des schémas explicatifs, puis un tableau récapitulatif des différents phénomènes qui existent à chaque niveau, les structures qui assurent les fonctions et les résultats de chaque fonction. On commence par le complexe bouche, pharynx ou œsophage. On peut dire que l'extrémité orale constitue un organe de préhension grâce à ses muscles, joues, lèvres et la langue. Les aliments solides vont être l'objet dans la bouche d'actions mécaniques. Ce sont la mastication et la déglutition, et chimique qui est l'insalivation ou bien la salivation. On commence notre explication par la position des glandes salivaires. Dans la bouche, on trouve 3 types de glandes salivaires. La glande parotide, la glande sublinguale et la glande sous-maxillaire. Ces 3 glandes sont les glandes qui assurent la sécrétion de la salive dans la bouche. À travers des canaux, on a le canal parotidien ou bien canal de Sténone pour la glande parotide. On a le canal de Wharton pour la glande sous-maxillaire et on a le canal de Walter ou bien les canaux de Walter pour la glande sublinguale. La sécrétion de la salive est assurée ou bien est effectuée à raison de 1,5 litres par jour. C'est-à-dire chaque jour, 1,5 litres de salive sécrétée par ces glandes. Est-ce que ces glandes sécrètent la salive au hasardement? Bien sûr non. Il y a des stimulations qui assurent la sécrétion. C'est-à-dire, il y a des récepteurs, il y a des stimulateurs tels que la pensée, le goût, la vision. Tout ça peut stimuler un centre responsable de la régulation de la sécrétion. C'est le centre bulbaire qui est nommé les noyaux salivaires. Au niveau de bulbe rachidien,
on trouve les noyaux salivaires comme centre de stimulation de la sécrétion de la salive. Maintenant, dans la bouche, on trouve des récepteurs. Ces récepteurs, ce sont des chemorécepteurs et des mécanorécepteurs. En plus, comme j'ai déjà dit, les différents stimulateurs comme plutôt le goût, la pensée, la vision, tout ça peut stimuler à travers des influx sensitifs le centre des noyaux salivaires bulbaires ou bien les noyaux salivaires de bulbe rachidien. Les noyaux vont analyser l'information et créer la réponse à travers les nerfs parasympathiques crâniens 7 et 9. Je répète, à travers les nerfs parasympathiques crâniens 7 et 9. Ces nerfs vont stimuler les différentes glandes pour sécréter la salive à raison de 1,5 litres par jour. On va voir bien sûr après cet schéma le tableau numéro 1 qui résume les différents phénomènes expriment la digestion dans le complexe bouche, pharynx ou œsophage. Et bien sûr, on va expliquer ça la séance prochaine. Maintenant, je vous remercie infiniment pour votre attention et pour votre collaboration entre nous durant cette période dure et difficile. Merci mes chers étudiants et on va rencontrer demain, Inch'Allah, pour la deuxième séance de cours à distance. Merci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.